La République islamique d'Iran traverse une phase présentée comme historique après une série d'événements militaires et politiques survenus à partir du 28 février. Ce jour-là, environ 200 avions de combat israéliens ont mené une opération coordonnée visant près de 500 objectifs militaires stratégiques sur le territoire iranien. Selon les informations diffusées, l'ensemble des appareils serait revenu sans perte. Les frappes auraient neutralisé ou contourné plusieurs systèmes de défense aérienne, notamment des systèmes d'origine russe S-300 et Tor, ainsi que des dispositifs nationaux iraniens tels que Bavar et Arman. Cette opération a profondément modifié l'équilibre sécuritaire régional et déclenché une séquence politique majeure à Téhéran. Les autorités américaines et israéliennes ont déclaré que l'objectif central de l'opération était la résidence du guide suprême iranien. Le président des États-Unis, Donald Trump, et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, se sont exprimés publiquement pour affirmer que la frappe visait le centre névralgique du régime. Le complexe de Beit Rabari, où se trouvait l'ayatollah Ali Khamenei, âgé de 86 ans, aurait été atteint par des munitions pénétrantes de haute précision capables de frapper des structures fortifiées. Dans les heures qui ont suivi, Donald Trump a déclaré depuis la Maison-Blanche qu'Ali Khamenei avait été tué. Benjamin Netanyahou a indiqué qu'il existait de nombreux éléments suggérant que le dirigeant iranien n'était plus en vie. Des images satellitaires et des données thermiques présentées comme issues de systèmes liés à la NASA ont circulé, montrant d'importantes colonnes de fumée noire et des bâtiments en grande partie détruits aux coordonnées correspondant à la résidence du guide suprême. La confirmation officielle est intervenue le 1er mars au matin. La télévision d'État iranienne a annoncé la mort d'Ali Khamenei et décrété un deuil national de 40 jours. Il a été précisé que le guide religieux se trouvait dans son bureau au moment de l'attaque. Cette annonce a provoqué une onde de choc au sommet de l'appareil d'État iranien. Dans plusieurs villes, notamment à Téhéran, Ispahan et Karaj, des rassemblements ont été signalés. Selon les informations disponibles, des foules sont descendues dans les rues pour célébrer ce qu'elles considèrent comme la chute de facto d'un régime en place depuis 46 ans. Des slogans favorables à l'ancien Shah ont été entendus, et des drapeaux associés à la période précédant la révolution de 1979 ont été brandis dans différents quartiers, y compris dans des zones conservatrices de Téhéran et dans les districts plus aisés du nord de la capitale. Les manifestations se sont déroulées malgré des perturbations d'Internet, certains participants affirmant utiliser des connexions satellitaires comme Starlink et des réseaux privés virtuels pour maintenir les communications. La mort d'Ali Khamenei intervient dans un contexte de tensions internes marqué par des difficultés économiques prolongées, une forte dévaluation de la monnaie nationale et une dégradation des conditions de vie d'une partie de la population. Les protestations qui s'étaient déjà manifestées entre décembre et janvier avaient mis en évidence un mécontentement profond. L'attaque du 28 février et l'annonce du décès du guide suprême ont servi de catalyseur, accélérant la contestation et ouvrant une période d'incertitude institutionnelle. Sur le plan politique, la question de la succession s'est immédiatement posée. Selon la constitution iranienne, le successeur est désigné par l'Assemblée des experts, composée de 88 membres, sur la base de critères religieux, de loyauté politique et de continuité du régime. Dans les heures et les jours qui ont suivi l'annonce officielle, des signes de désorganisation sont apparus au sein des institutions. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré ne pas être en mesure de confirmer certains éléments, illustrant les difficultés de coordination au plus haut niveau de l'État. Parallèlement, le fils du dernier Shah, Reza Pahlavi, en exil depuis 1979, s'est exprimé publiquement. Il a appelé l'armée, la police et les forces de sécurité à se désolidariser de la République islamique et à rejoindre la population afin d'assurer, selon ses termes, une transition stable et sûre. Ces déclarations ont trouvé un écho particulier parmi les manifestants, notamment parmi les jeunes générations présentes dans les rues de Téhéran. La séquence ouverte fin février redéfinit ainsi les équilibres internes en Iran, entre confirmation officielle du décès du guide suprême, manifestations publiques, interrogations sur la succession et repositionnement d'acteurs politiques en exil, le pays entre dans une phase d'incertitude majeure dont les développements restent à déterminer. Au-delà de l'annonce officielle de la mort d'Ali Khamenei, les conséquences immédiates de l'attaque du 28 février se sont traduites par une désorganisation rapide des structures politiques, militaires et sécuritaires iraniennes. Selon les informations diffusées par les forces de défense israéliennes, l'opération n'a pas seulement visé la résidence du guide suprême, mais également des figures centrales de l'appareil d'État.
Une liste de hauts responsables neutralisés a été rendue publique. Parmi les noms cités figure le commandant des forces terrestres des gardiens de la Révolution, Mohammad Pakpour, le ministre de la Défense Aziz Nazirzadeh, ainsi qu'Ali Shamkhani, conseiller proche du pouvoir. Au total, environ 40 hauts responsables et commandants auraient été visés simultanément. Ces pertes ont affecté la chaîne de commandement militaire et les structures de renseignement. Des responsables chargés de la sécurité nationale, de la coordination militaire et de la défense aérienne figureraient également parmi les personnes touchées. Selon les déclarations associées à l'opération, la neutralisation coordonnée de ces responsables aurait brisé en moins de 24 heures l'ossature politique, militaire et sécuritaire du régime. Cette situation a entraîné une paralysie immédiate de la capacité du pouvoir central à organiser une réponse structurée sur le terrain. Dans les heures qui ont suivi les frappes, les autorités iraniennes ont tenté de réagir sur le plan militaire. Des attaques balistiques limitées ont été menées contre plusieurs cibles dans la région. Selon les informations disponibles, certains radars d'alerte précoce et des installations situées sur des bases américaines au Moyen-Orient ont été visés. Le régime aurait également ciblé 8 pays différents dans le cadre de représailles qualifiées de limitées. Ces frappes ont été interprétées comme une tentative de démontrer le maintien d'une capacité de nuisance régionale malgré la perte du centre décisionnel à Téhéran. Parmi les actions les plus marquantes figure une attaque contre la base d'Al Udeid au Qatar. Cet épisode a conduit le commandement central des États-Unis à élever le niveau d'alerte maximal dans la région. Les autorités américaines ont indiqué que les capacités militaires restantes de l'Iran seraient suivies et, le cas échéant, neutralisées de manière systématique. Dans la foulée, une attaque combinant missiles balistiques, missiles de croisière et drones suicides de type Shahed 136 a visé le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine à Bahreïn. Le centre d'opération de la flotte aurait été touché et des équipes d'intervention d'urgence ont été déployées. Ces développements ont accentué la tension régionale. Des analystes militaires ont averti que l'absence d'autorité centrale claire à Téhéran augmentait le risque d'actions désordonnées et de décisions prises dans l'urgence par des structures fragmentées. La paralysie des gardiens de la Révolution, considérés comme le principal pilier militaire du régime et le garant des réseaux alliés dans la région, a des implications directes pour les forces dites proxy soutenues par l'Iran. Des groupes tels que le Hezbollah, les milices chiites et les Houthis se retrouvent confrontés à un vide stratégique en l'absence d'une coordination centralisée et de flux financiers réguliers en provenance de Téhéran. Sur le plan intérieur, plusieurs scénarios sont évoqués quant à l'évolution du pouvoir. Une première hypothèse repose sur la continuité partielle du régime sous une forme plus militarisée. Dans ce cas, les gardiens de la Révolution pourraient chercher à prendre le contrôle direct des institutions, au prix d'une lutte interne entre différentes factions. Une telle évolution pourrait provoquer des tensions prolongées, déstabiliser davantage l'économie et alimenter de nouvelles protestations. Un autre scénario envisagé repose sur l'effondrement complet du régime à la suite des mobilisations populaires observées à Téhéran et dans d'autres villes. La mort d'Ali Khamenei pourrait alors favoriser une réorganisation de l'opposition, notamment si une partie des forces de sécurité change de loyauté sous l'influence d'appels publics à la transition. Toutefois, l'absence d'une alternative institutionnelle structurée laisse planer un risque de chaos et d'instabilité prolongée. Enfin, un scénario plus critique prévoit un affaiblissement durable de l'État, ouvrant la voie à des divisions internes, notamment ethniques ou régionales, et à une possible intervention accrue d'acteurs extérieurs. Dans tous les cas, la séquence ouverte par les frappes du 28 février et la confirmation du décès du guide suprême place l'Iran dans une phase de transition incertaine, marquée par des tensions internes, des répercussions régionales immédiates et une redéfinition en cours des équilibres de pouvoir. Au lendemain de la confirmation officielle de la mort d'Ali Khamenei, la question de la succession est devenue centrale dans le débat politique iranien. Conformément à la constitution de la République islamique, le successeur du guide suprême doit être désigné par l'Assemblée des experts, composée de 88 membres. Cette instance est chargée d'évaluer les candidats sur la base de leurs qualifications religieuses, de leur loyauté politique et de leur capacité à assurer la continuité du régime. Dans le contexte actuel, marqué par des pertes importantes au sein de l'appareil d'État et par des mobilisations populaires, cette procédure se déroule dans un climat d'incertitude. Parmi les noms évoqués figure Mojtaba Khamenei, né en 1969, second fils d'Ali Khamenei.
Il est présenté comme l'un des centres de pouvoir discrets au sein du système iranien. Formé religieusement à Qom, sans titre officiel d'ayatollah, il aurait exercé une influence significative au sein du bureau du guide suprême, notamment dans la supervision des opérations de renseignement et dans les nominations au sein des gardiens de la Révolution. Considéré comme un conservateur strict, il est associé à la continuité des orientations anti-occidentales et au maintien de l'axe de résistance régionale. Certains médias iraniens ont évoqué par le passé la possibilité qu'il soit désigné comme successeur, en particulier en raison de son rôle actif lors des périodes de fragilité de santé de son père. Toutefois, aucune annonce officielle n'a été faite à ce stade. Un autre nom cité est celui de Hassan Khomeini, né en 1972, petit-fils du fondateur de la Révolution, Rouhollah Khomeini. Il dispose d'une formation religieuse reconnue et porte le titre d'ayatollah. Il est décrit comme ayant une orientation plus réformiste, favorable à des évolutions en matière de droits des femmes, de libéralisation économique et de dialogue avec l'Occident. Sa candidature à l'élection présidentielle avait été rejetée par le passé. Son lien familial avec le fondateur de la République islamique lui confère une légitimité symbolique importante, mais il est perçu avec réserve par les courants conservateurs et par certains responsables des gardiens de la Révolution et du pouvoir judiciaire. D'autres personnalités sont également mentionnées, notamment le président du pouvoir judiciaire, Gholam Hossein Mohseni Ejei, ainsi que l'ancien président du Parlement, Ali Larijani. Les chances respectives de ces candidats dépendent des équilibres internes entre factions conservatrices, structures militaires et autorités religieuses. Les événements récents, notamment les frappes ciblées et les manifestations, pèsent sur ce processus de sélection. Dans le même temps, les acteurs extérieurs surveillent l'évolution de la situation. La communauté du renseignement des États-Unis a estimé que la cohésion du pays pourrait dépendre du rôle joué par les gardiens de la Révolution dans la phase de transition. Une prise de contrôle plus directe par les structures militaires impliquerait une transformation du régime vers un modèle davantage militarisé. Un tel scénario pourrait accentuer l'isolement international de l'Iran, compliquer la recherche d'accords économiques et accroître les tensions internes à moyen terme. Sur le plan régional, la fragilisation du centre décisionnel à Téhéran a des conséquences pour les forces alliées de l'Iran. Les réseaux soutenus par la République islamique, dont le Hezbollah, les Houthis et diverses milices chiites, se retrouvent confrontés à un affaiblissement du soutien logistique et stratégique. La paralysie partielle des gardiens de la Révolution, qui constituait le principal canal de coordination et de financement, modifie les équilibres sécuritaires dans plusieurs théâtres du Moyen-Orient. À l'intérieur du pays, les mobilisations observées à Téhéran, Ispahan et Karaj traduisent une volonté d'influer sur l'issue de la transition. Les slogans en faveur du retour du Shah et les prises de position de Reza Pahlavi ont ouvert un débat public sur la nature du futur système politique. Parallèlement, la dirigeante du Conseil national de la résistance iranienne, Mariam Rajavi, a exprimé son opposition à toute restauration monarchique et appelé à l'établissement d'une république démocratique. Cette divergence marque l'émergence d'une compétition idéologique au sein de l'opposition. L'ensemble de ces éléments place l'Iran dans une phase déterminante. Entre désignation éventuelle d'un nouveau guide suprême, repositionnement des forces militaires, revendications populaires et pressions internationales, le pays doit définir un nouvel équilibre institutionnel. Les conséquences économiques, sécuritaires et diplomatiques de cette séquence demeurent en évolution. Pour suivre les prochains développements de cette situation majeure au Moyen-Orient, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications.